Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au chapitre 3.2. Donc c'est un chapitre d'économétrie où nous allons voir ce qui se passe lorsque l'hypothèse d'homoscédasticité et d'absence d'autocorrélation des erreurs est violée. Donc nous allons commencer tout d'abord par un bref rappel théorique sur l'hypothèse d'homoscédasticité et d'absence d'autocorrélation des erreurs. La notion d'hétéroscédasticité sera abordée, donc nous allons voir comment tester la présence d'hétéroscédasticité. Nous allons présenter deux tests qui nous permettent de tester la présence d'hétéroscédasticité. Nous allons également voir la façon dont nous allons tester par la présence d'autocorrélation. Nous allons proposer des solutions qui s'offrent à nous en cas de violation de ces hypothèses. Enfin, nous allons montrer deux solutions qui sont utiles lorsque vous avez un terme d'erreur qui est hétéroscédastique et ou autocorrélé. Donc tout d'abord, avant de commencer ce chapitre, on va commencer par importer les packages dont nous allons avoir besoin. Donc nous allons importer le package NumPy, donc qui va nous permettre de faire des opérations sur les arrêts. Ensuite le package matplotlib.pyplot qui va nous permettre de faire des graphiques. Et ensuite nous avons les packages statsmodel et statsmodels.api, donc qui vont nous permettre de mener nos tests économétriques. Alors, donc on va commencer par un bref rappel sur le modèle de régression linéaire multiple. Donc comme vous le savez, le modèle de régression linéaire multiple s'écrit y égale xb plus u, où y c'est le vecteur de l'endogène, x la matrice des variables explicatives, bêta le vecteur des paramètres, u le terme d'erreur. Donc vous savez également que l'estimateur des MCO c'est x', x', y, et que cet estimateur va être de variance minimale dans la classe des estimateurs linéaires et sans biais, si et seulement si votre terme d'erreur est homoscédastique. Autrement dit, si l'espérance de UI' est égale à sigma carré la matrice identité. Donc c'est sigma carré U pour indiquer la variance du terme d'erreur. Et donc lorsque dans cette situation-là, la covariance de bêta chapeau s'écrit sigma carré U x', moins 1. Donc en fait dans cette hypothèse, donc l'hypothèse 2, on va l'appeler ici, donc en fait elle suppose que le terme d'erreur est homoscédastique. Donc là on va considérer des données en coupe instantanée, donc des données individuelles, donc ça veut dire que la variance du terme d'erreur est constante entre les individus. Donc c'est ce que nous voyons ici, l'espérance de UI est égale à sigma carré, quel que soit I qui va de 1 à n. Donc si vous voulez, on a n individus ou n observations, et pour chacun des individus, la variance de son terme d'erreur est identique. Mais vous pouvez aussi voir l'homoscédasticité dans le cas d'une série temporelle. Dans ce cas-là, la variance du terme d'erreur est constante au cours du temps. Ensuite, on a l'absence de corrélation entre les termes d'erreur individuels ou l'absence de corrélation entre les termes d'erreur temporels. Autrement dit, l'espérance de UI, UJ est égale à 0 si vous êtes sur deux individus différents. Ou si vous voulez, l'espérance de UT, UT' est égale à 0 si T est différent de T'. Donc maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est ce qu'il va se passer lorsque l'hypothèse d'homoscédasticité est violée. Donc si cette hypothèse est violée, l'espérance de U' ne s'écrit plus sigma carré fois la matrice identité, c'est sigma carré fois oméga. Où oméga c'est une matrice quelconque qui est différente de la matrice identité. Dans ce cas de figure, l'estimateur des MCO n'est plus de variance minimale. Donc dans la classe des estimateurs linéaires et sans biais, l'estimateur des MCO ne sera plus minimal. Donc en fait, toute l'inférence statistique que vous allez faire par la suite, notamment vos tests de student, ne seront plus valables à cause de la violation de cette hypothèse. Donc car euh, la variance de vos paramètres n'est plus minimale. Donc ce que vous devez faire, c'est avant de mener vos tests de student, il faudrait dans l'idéal tester au préalable la présence d'hétéroscédasticité et ou d'autocorrélation dans votre terme d'erreur.
Et donc cette hypothèse, enfin ces deux hypothèses, elles vont être nécessaires lorsque vous allez démontrer enfin pour prouver le théorème de Gauss-Markov. Donc vous vous souvenez, le théorème de Gauss-Markov, c'est le théorème qui nous dit que l'estimateur des MCO est blue. Donc c'est-à-dire que dans la classe des estimateurs linéaires et sans biais, l'estimateur des MCO est le meilleur. Donc c'est-à-dire que c'est celui qui est de variance minimale. Donc maintenant, on va passer à l'hétéroscédasticité à proprement parler. Donc on va coder un peu, donc je vais vous montrer quelques éléments de code qui nous permettent en fait d'estimer un modèle dans lequel les résidus seront hétéroscédastiques. Donc l'hétéroscédasticité, vous allez la voir généralement lorsque vous traitez des données en coupe instantanée. Donc des données individuelles à un instant T. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait avoir des coefficients estimés qui sont instables sur des sous-ensembles différents d'un même échantillon. Donc, en gros, vous avez une population générale N, et dans cette population générale, vous prenez des sous-échantillons, et dans ces sous-échantillons, les coefficients estimés vont fortement varier. Donc cela peut être une indication de l'hétéroscédasticité de votre terme d'erreur. Donc il y a une méthode graphique que vous pouvez utiliser donc pour présenter, pour détecter l'hétéroscédasticité, ou une méthode statistique, c'est-à-dire en recourant à des tests. Hmm, ok, donc on va commencer par donc estimer un modèle. Donc on va simuler des données. Donc on suppose qu'on a n égale 500, donc on a 500 observations, 500 individus. On a trois variables explicatives. On a mu s, donc ce sont les moyennes. Donc on a une moyenne qui vaut 5 et 2. En fait, les moyennes, on a besoin car on va par la suite supposer que deux variables explicatives sont distribuées selon une loi normale. Donc la loi normale, il y a deux paramètres dont on aura besoin pour la spécifier. Sa moyenne et son écart type. Et donc nous avons les sigma qui valent 2 et 4 respectivement. Ensuite, on utilise le package NumPy. Dans le package NumPy, on utilise la fonction random.seed avec seed égale 20. En fait, on va, avec la fonction random, on va tout simplement initialiser un générateur de nombres pseudo-aléatoires. Donc, il nous faut un point de départ, donc c'est la seed, donc la graine, qu'on spécifie en disant à Python seed égale 20. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est créer une matrice de variables explicatives vides que l'on va remplir au fur et à mesure. Donc c'est np.0, n k plus 1. Donc nous avons n individus et k variables explicatives. Donc le plus 1, c'est parce que nous avons une constante. Donc voilà, donc là en gros, si vous voulez, on indique à Python de créer une matrice X qui est remplie de 0 de dimension n. Donc nous allons avoir n lignes et k plus une colonne. Ensuite, on indique à Python que dans la première colonne, donc x2.0, donc c'est pour dire que ça s'applique à l'intégralité des lignes et à la première colonne. Donc on va remplir la première colonne de 1, d'accord, np.once, donc numpy.once de dimension n. Donc on aura des 1 sur la première colonne pour la constante. Ensuite, on va lui dire que sur la deuxième colonne, donc pour x1, donc la première variable explicative, on utilise la fonction linspace qui va en fait, c'est l'équivalent de la fonction range, mais pour les arrêts. Donc à ce moment-là, on a 3,12 c'est le point de départ, 9,75 c'est le point d'arrivée, n c'est la dimension de l'arrêt qu'il nous faut, donc il sera de dimension n. Donc en fait là, étant donné qu'on a mis 2 points moins 1, donc en fait c'est qu'on va commencer commencer par la fin. Donc on va remplir d'abord le bas du vecteur. Donc on va commencer par 3,12, puis augmenter crescendo de 3,12 à 9,75 à un pas régulier. Ensuite, nous allons créer deux variables explicatives simultanément, donc à l'aide de la fonction random.normal du package NumPy, et on va lui spécifier les moyennes, donc mus et sigma. Donc mus 5, 2, moyenne, sigma l'écart type 2, 4. Donc vous avez n2 ensuite pour indiquer que c'est de dimension n, donc n lignes et 2 colonnes. Ok.
Ensuite, on va créer un vecteur de bêta. Donc, on indique à Python qu'on crée un NumPy array. Donc, on aura 4 vecteurs, 4 coefficients, excusez-moi, 25, 0,5, 0,8, 0,9. Donc, si vous voulez, en fait, vous avez 3 variables explicatives et une constante. Donc, tout simplement parce que le premier élément 0, je crée des 1. La deuxième variable explicative, enfin la première va de c'est x1 et là on va de 2 jusqu'à 4, 4 exclus. Donc j'ai deux variables explicatives, donc ce qui me fait 3 au total. Ensuite, on va créer un terme qui viendra multiplier le terme d'erreur. Donc qui va en fait rendre le terme d'erreur hétéroscédastique. Donc on l'appelle hetScaleFactor. Donc c'est on utilise donc la fonction sqrt de NumPy, donc la fonction racine carrée, et on utilise ensuite la fonction arrange, donc arrange du package NumPy. Donc on va aller de 1 à n plus 1 par pas de 1 et en moins donc oui. Et donc, c'est-à-dire qu'on va commencer du bas. Donc, on a notre facteur enfin, notre facteur qui va créer de l'hétéroscédasticité. Ensuite, on crée notre résidu, ou notre terme d'erreur plutôt E. Donc, c'est le terme d'erreur qui est distribué selon une loi normale centrée réduite de dimension n. Ensuite, on va tout simplement spécifier notre modèle, enfin, estimer notre, spécifier notre modèle. Donc on a y, c'est np.xbeta. Donc là, np.dot, c'est le produit matriciel de x fois bêta. Plus, vous avez e, votre terme d'erreur. Mais votre terme d'erreur, vous le multipliez tout simplement par votre facteur d'échelle hétéroscédastique. Ensuite, vous créez une variable mode qui va vous permettre d'utiliser... Et ensuite, vous utilisez la classe OLS du package statModel pour régresser y sur x. Donc vous indiquez que y c'est l'endogène, x c'est l'exogène. Ensuite, vous récupérez le résultat de l'estimation dans une variable res. Donc vous faites modèle.fit, où .fit c'est l'attribut, donc qui va vous permettre de lancer la régression. Et ensuite, on va sortir les résultats. Donc nous faisons print res.summary, donc pour demander à Python d'afficher un résumé des res. Donc les res étant les résultats de la régression. Donc comme on l'a vu précédemment, Python nous donne beaucoup d'éléments. Donc la méthode d'estimation, etc., etc. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est tout simplement plotter les résidus. Donc en fait, dans les résultats qu'on a stockés ici, Python va stocker les résidus donc on va pouvoir utiliser. Donc on va commencer par une méthode graphique repérer, afin de repérer la présence éventuelle d'une hétéroscédasticité. Donc là, on va utiliser le package enfin la fonction subplot du package matplotlib. Donc en fait là on veut mettre plusieurs graphes simultanément. En fait le résultat final c'est ça. En fait on veut deux lignes et trois colonnes. Donc pour nos différents graphes. Donc on va spécifier à Python nrows égale to, donc deux lignes, ncols égale 3, donc trois colonnes. Ensuite on peut lui indiquer les dimensions des figures, d'accord? Et on a char x égale false afin d'indiquer à Python que chaque graphique a un axe des abscisses indépendant, ok? Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc ensuite, on va tout simplement dire à Python de plot y par exemple. Donc on veut plotter l'endogène, donc la représenter graphiquement, et on veut que ça soit ici. Donc ici c'est 0, 0, donc c'est-à-dire première ligne, première colonne. Ensuite ici c'est première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne. Donc la position en langage Python ici c'est 0, 0. 0, 1, 0, 2. Ensuite, ici, on est dans la deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne. Donc ici, nous avons 1, 0, donc c'est ce qu'on a ici, 1, 1 et 1, 2. Ok? Donc, je vous explique la syntaxe et après, j'explique les graphiques. Donc,
on lui indique axis 0, 0, donc pour lui indiquer la position du graphique, donc il va le mettre ici, donc dans la première ligne, première colonne. On lui indique qu'à cet endroit-là, il doit plot Y avec une couleur color est égal à B, donc bleu. Et ensuite, on lui dit dans cette position-là, affiche le titre Y. Donc il affiche Y. Ensuite, c'est la même chose pour les autres, hormis la position qui change. Donc ici, on va plot Y fitted. Ici, on va plot le residuals. Ici, residual vs fitted, etc., etc. Donc je vous explique rapidement ce que l'on a. Donc on a représenté notre endogène, donc Y. Donc on voit bien qu'il va de 0 à 500, car nous avons 500 observations. Nous avons Y fitted, donc le Y chapeau si vous préférez, et nous avons le résidu qui est la différence entre Y et Y fitted. Ensuite, on va plotter le résidu en fonction du Y chapeau, le résidu en fonction de la variable x1 et le résidu en fonction de la variable x3. Donc en fait, graphiquement, on peut avoir une intuition sur la variable à l'origine de l'hétéroscédasticité ou sur la présence éventuelle de l'hétéroscédasticité. Donc en fait, on voit que Y a une forme particulière et qui semble décroître au cours du temps. Donc en fonction des individus, la valeur de Y semble être plus faible. Et on retrouve cette tendance dans le résidu puisque le résidu a tendance à s'aplatir au cours du temps. Et donc on voit également qu'il y a un certain pattern, donc une forme particulière si vous voulez, dans le résidu qui est représenté en fonction de x1. Donc il y a une forme canonique, donc vous voyez comme cela, d'accord? Et donc ça, on sait que c'est caractéristique d'un problème d'hétéroscédasticité. Donc on va l'expliquer pourquoi, enfin là, on va expliquer pourquoi en fait on a créé nous-mêmes cette hétéroscédasticité. Donc si vous vous souvenez bien, dans notre code, nous avions multiplié le terme d'erreur par un facteur d'échelle hétéroscédastique, ok? Donc en fait, nous avons créé nous-mêmes de l'hétéroscédasticité, parce qu'en fait, nous avons créé une variable x1 de telle sorte qu'elle soit décroissante. Donc en fait, c'est pour cela que vous voyez que vous avez une forme canonique synonyme d'hétéroscédasticité dans votre régression. Donc nous avons ensuite mis, donc l'explication supplémentaire est la suivante. Nous avons ensuite mis à l'échelle la variance du terme d'erreur avec une droite également décroissante, pardon, d'accord? Donc c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait hi carré fois sigma, de telle sorte que lorsque nous estimons, les OLS comprennent que la source de l'hétéroscédasticité est la variable x1. En gros, x1 et le terme d'erreur décroissent en fonction des individus. Donc en fait, ça veut dire qu'on force l'hétéroscédasticité à être causée par x1. Donc, hormis cette méthode graphique pour repérer l'hétéroscédasticité, nous pouvons utiliser tout simplement des tests statistiques. Donc, il y a plusieurs tests qui existent. Donc là, on va se concentrer toujours donc, sur des données en coupe instantanée, donc des individus. Mais ces tests d'hétéroscédasticité sont également applicables à des séries temporelles. D'accord? Donc il y a plusieurs tests d'homoscédasticité, test de Park, Gleiser, Goldfeld-Quant, Brush-Pagan et White. Donc nous on va présenter les tests les plus usités, à savoir les tests de White et de Brush-Pagan. En fait ce sont des tests de type Lagrange multiplier. Ok, donc je vais pas rentrer dans le détail mais c'est bon de le savoir. Donc on va maintenant appliquer donc le test de Goldfeld-Quant, histoire d'illustrer tout simplement donc le résultat. Donc le test de Goldfeld-Quant, en fait, c'est un test qui va tester l'hypothèse nulle d'homoscédasticité. Donc comme ça va nous permettre d'expliquer la syntaxe du code. Donc on stocke dans une variable test GQ, donc on va utiliser le package stat model, ok. Donc, et on va utiliser, en fait, plus précisément, c'est le package stats model stats.api qu'on va utiliser, d'accord?
Et dans ce package, on va utiliser la classe etGolfedQuant, donc res résidu. Donc res résidu, donc tout cela pour indiquer qu'en fait on veut tester l'hétéroscédasticité de la série résidu qui est stockée dans l'objet res. Et donc on veut voir est-ce que ce sont les variables exogènes qui sont à l'origine de l'hétéroscédasticité. Donc ce qu'on indique ici. Donc on a res.modèle.exogène. Ok? Et en gros, vous avez les p-valeurs. Donc les p-valeurs, je vais revenir dessus. Ouais. Donc les p-valeurs, je vais revenir dessus. Donc en gros, les p-valeurs, on les utilise pour quantifier la significativité statistique d'un résultat dans le cadre d'une hypothèse nulle. Donc les p-valeurs, vous les avez ici et ici. Ok, donc en fait là, il y a deux statistiques de test différents pour Goldfeld-Quant, d'accord? En gros, si vous avez une p-valeur très faible, ça veut dire que la significativité statistique de votre hypothèse nulle est très faible. Si votre hypothèse nulle a une significativité statistique très faible, cela veut dire qu'il faut que vous la rejetiez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer différents seuils statistiques. Par exemple, 1%, donc 0,01, 0,05. Donc p-valeur, ce qu'on considère généralement, ce que je vous ai dit 0,01, 0,05, 0,10. Ok? Donc ça veut dire que si la p-valeur est inférieure à 0,01, vous rejetez, excusez-moi, vous rejetez l'hypothèse nulle à 1%. Ok? Ensuite, idem, si votre p-valeur est inférieure à 0,05, vous rejetez l'hypothèse nulle à 5%. Et sinon, ici, vous rejetez l'hypothèse nulle à 10%. Ok? Ok, donc du coup, vous voyez qu'ici et ici, on a des p-valeurs inférieures à 0,01. Donc, selon le test de Goldfeld-Quant, nous rejetons l'hypothèse nulle d'homocédasticité et nous avons des résidus qui sont dits hétérocédastiques. Maintenant qu'on a vu, donc là, on a présenté juste la syntaxe donc on a présenté, excusez-moi, la notion de p-value et très rapidement le test de Goldfeld-Quant. Donc maintenant, je vais vous présenter plus en détail un test qui est plus JT, à savoir le test de Broch-Pagan. Donc en fait, le test de Broch-Pagan, il va supposer que ce sont les variables donc exogènes donc qui sont à l'origine donc qui sont à l'origine de l'hétéroscédasticité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a une régression dans laquelle on va s'intéresser aux variables qui vont affecter donc la somme des carrés des résidus. Et vous vous souvenez que la somme des carrés des résidus est un proxy pour la variance du terme d'erreur. C'est ce qui est important. Donc en gros, on a la variance du terme d'erreur qui va dépendre linéairement de variables explicatives. Donc soit des variables explicatives du modèle ou des variables externes au modèle. Donc, vous testez l'hypothèse nulle d'homocédasticité de la manière suivante. Donc, alpha 2 égale alpha p égale 0. En gros, tous les coefficients d'ici sont égaux à 0. Donc, ça veut dire que les variables explicatives n'expliquent pas la variance du terme d'erreur. Donc, autrement dit, vous avez des résidus qui sont dits homocédastiques. Donc, on teste bien l'hypothèse nulle d'homocédasticité. Et donc nous avons l'hypothèse alternative selon laquelle alpha 2 égale 0 ou alpha 3 ou alpha p égale 0, différent de 0. Donc autrement dit, il y a au moins un des coefficients de la régression qui est différent de 0. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un des coefficients qui a un effet significatif sur la variance du terme d'erreur. Donc on a une statistique de test, donc ça c'est notre jeu d'hypothèse, notre statistique de test, excusez-moi, et la suivante. Donc c'est BP pour Broch-Pagan, c'est n fois le R carré de cette régression. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une régression auxiliaire. Donc ce que vous constatez, donc c'est qu'en fait, oui, juste et la loi, c'est un qui 2 à P-1 degré de liberté, et la règle de décision est usuelle. D'accord?
Autrement dit, si votre valeur calculée du test, donc si le BP est supérieur à 1 qui 2 à P-1 degré de liberté, vous rejetez l'hypothèse nulle et vous concluez pour la présence d'hétérocédasticité. Donc maintenant, on va utiliser donc le package donc stat model, donc ce qu'on vient de faire précédemment, pour faire en fait le test de Broch-Pagan. Ok? Donc, oui. Alors. Vous regardez, donc on indique à Python qu'on crée une variable test BP, donc test broche-pagan, et on utilise donc le package stat-model. Et donc dans ce package, on a la série res, donc on indique à Python qu'on veut tester, qu'on veut appliquer, excusez-moi, le test de broche-pagan à la série des résidus, et qu'on veut, donc à droite, donc dans la régression auxiliaire, on veut nos variables exogènes. D'accord? Alors, donc ensuite vous lui demandez de print le résultat du test de Broch-Pagan. Donc en fait vous voyez que vous avez 4 sorties. 1, 2, 3, 4. Donc ils sont chacune séparées par des virgules. En fait, le premier résultat que vous avez, c'est la... alors, normalement, je fais une vérification rapide. Ouais, donc c'est ça. Je récupère juste ça, ce qui manque ça sur les slides. Hop. Donc vous avez un premier élément, c'est la statistique du test de type Lagrange multiplier, ok? Ensuite, ce que vous avez, c'est la p-valeur associée à la statistique du test Lagrange multiplier. Ensuite, ce que vous avez, c'est la statistique du test de Fisher pour la régression, ok? Et ensuite, vous avez la p-valeur associée à ce test. En fait, si vous voulez, pourquoi on fait un test de Fisher? En fait, c'est un test de significativité globale parce qu'on veut voir est-ce que il y a au moins un des coefficients qui va parvenir à expliquer la variance du terme d'erreur. Et si oui, ça veut dire qu'il y a une variable qui va affecter la variance du terme d'erreur et on conclut à l'hétéroscédasticité. Donc en regardant bien, donc là on a la statistique du test Lagrange multiplier, la p-valeur, donc vous voyez que la p-valeur est proche de 0, donc enfin est quasiment égale à 0, donc on rejette l'hypothèse nulle selon le test de Broch-Pagan, d'accord? Donc selon la première statistique. Nous concluons donc à la présence d'hétéroscédasticité. Ensuite ici on rejette l'hypothèse nulle également car on a une p-valeur qui est proche de 0. Donc à ce moment-là, on conclut également que le résidu est hétérocédastique. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement le test de White. Le test de White, il est intéressant car il est relativement général comparativement au test de Broch-Pagan. En fait, on ne va pas modéliser à proprement parler la forme de l'hétéroscédasticité. Donc ce que nous allons faire en fait, c'est régresser donc la variance du terme d'erreur, enfin son estimation, donc UI chapeau au carré sur une constante, sur toutes les variables du modèle de régression linéaire multiple, donc comme dans le test de Broch-Pagan. On va également les élever au carré, parce qu'on peut supposer que l'hétéroscédasticité peut être expliquée par le carré des variables, ou on peut également supposer que l'hétéroscédasticité est due à l'interaction entre deux variables, donc on va mettre le produit croisé des variables. Donc en fait, la statistique de White, donc Z White, c'est comme dans le cadre du test de Broch-Pagan, c'est n fois le R carré, où R carré, c'est le coefficient de détermination de la régression suivante. Donc la régression dans laquelle vous régressez UI chapeau sur une constante, les variables, le carré des variables, le produit des variables. Et ensuite, vous calculez la statistique de test, d'accord? Et vous utilisez la règle de décision usuelle. Donc cette partie-là, je ne la détaille pas puisque c'est tout simplement un peu technique, mais c'est pas le plus important. Maintenant, je vais vous parler un peu d'autocorrélation des résidus. Ok? Donc on suppose que le terme d'erreur est corrélé entre les individus. Donc tout cela, on l'a déjà fait. Donc la différence est que on va supposer qu'on a un ρ qui est égal à 0,6. Donc ρ, donc,
je suis peut-être allé un peu vite, mais là, on récupère les calculs qu'on a fait précédemment. La seule différence est que le terme d'erreur va être perturbé par par un autre facteur qui va créer de l'autocorrélation. D'accord? Normalement, on suppose que le terme d'erreur suit une loi normale centrée réduite, centrée réduite, ok? Mais là, on va rajouter 0,6 fois une loi normale centrée réduite. Bref, ensuite, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va print les résultats summary, et donc en fait, cela va vous permettre d'avoir des résidus qui sont hétérocédastiques, des résidus qui sont autocorrélés, pardon. Donc là, on va passer à une brève présentation des tests d'autocorrélation. Donc nous allons en voir deux. On va voir le test de Durbin-Watson, donc que vous allez voir en TD ou que vous avez vu en TD d'économétrie. Donc là, on va se concentrer sur l'autocorrélation avec des séries temporelles. Donc c'est-à-dire que l'erreur que vous commettez à une date dépend des erreurs commises à des dates antérieures, pardon. Donc là, on va supposer, lorsqu'on utilise le test de Durbin-Watson, qu'on ait une autocorrélation à l'ordre 1. Donc si on veut tester une autocorrélation des résidus plus qu'à l'ordre 1, on va utiliser le test de Broch-Godfrey que je vais vous présenter par la suite. Donc pour présenter le test de Durbin-Watson, on suppose le modèle de régression linéaire multiple suivant. Donc nous avons yt qui est égal à xt bêta plus ut, donc on est bien sur des séries temporelles. Ensuite, on a ut qui est égal à rho ut-1 plus epsilon t. Epsilon t est un bruit blanc, d'accord? Et donc, on voit que ut dépend de rho de ut-1 en fonction du paramètre rho. Donc, en fait, l'hypothèse nulle du test de Durbin-Watson, donc excusez-moi, il y a une coquille. Donc, c'est rho ici. Ok, donc 2 secondes, je recompile tout et je reprends l'explication. Ok, fantastique. Donc, on teste l'hypothèse nulle ρ égale 0. Donc, cela veut dire, on veut voir est-ce que ut-1 est corrélé avec ut. Parce que si ρ égale 0, ça veut dire qu'ut c'est un bruit blanc et on n'a pas d'autocorrélation des erreurs. En fait, on a la statistique de test de Durbin-Watson. Donc, ut chapeau sont les résidus des MCO. Donc, c'est la somme de t égale 2 jusqu'à n, ut chapeau moins ut chapeau moins 1 au carré sur la somme des ut chapeau au carré. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut montrer que la statistique de Durbin-Watson, lorsque vous avez suffisamment d'observations, s'écrit 2, 1 moins ρ chapeau. Alors la statistique de test, on ne la connaît pas explicitement, car en fait, elle va dépendre de votre nombre de variables explicatives. Donc en fait, il y a la règle de décision, elle n'est pas usuelle, d'accord? Donc il y a des bornes inférieures et des bornes inférieures qu'on va utiliser, qui ont été tabulées par Durbin et Watson. Donc ils vont vous donner un certain niveau de significativité. Ok? Donc en gros D1 c'est la borne inférieure et D2 c'est la borne supérieure. Donc et ce qu'il est important de voir, c'est que ρ, donc le coefficient d'autocorrélation, il est compris entre -1 et 1. Donc lorsqu'il vaut 1, Durbin-Watson vaut 0. Donc la borne inférieure du test c'est bel et bien 0. Et lorsqu'il vaut -1, la statistique de Durbin-Watson vaut 4. Et donc on a ce très joli tableau qui nous permet de résumer la règle de décision. Autrement dit, si vous êtes si la statistique de Durbin-Watson calculée, donc celle-ci, est comprise entre 0 et D1, vous rejetez l'hypothèse nulle et vous concluez que vous avez une autocorrélation positive. Si vous êtes entre 4 moins D1 et 4, l'autocorrélation est négative et vous rejetez l'hypothèse nulle. Et si vous êtes entre D2, 2 et 4 moins D2, donc dans cet intervalle-là, vous rejetez pas l'hypothèse nulle. Et après, si vous êtes entre D1 et D2 et 4 moins D2, 4 moins D1, vous êtes dans une situation d'incertitude, mais vous allez quand même conclure au rejet de l'hypothèse nulle. Donc maintenant, on va passer au test de Broch-Godfrey. Donc il va tester la présence d'autocorrélation d'ordre P dans vos résidus. Donc vous avez ut qui est égal à phi0 plus phi1 ut-1 plus phi p ut-p. Autrement dit, le résidu
dépend de tous ces lags, donc de toutes ces valeurs passées, d'accord, jusqu'à ut-p. Enfin, donc on teste l'autocorrélation ordre P, plus les variables explicatives. Et on a le terme d'erreur. Donc ce qu'on va tester, c'est la chose suivante. Est-ce que phi1 égale phi2 égale phi-p égale 0? Autrement dit, est-ce que le terme d'erreur a une mémoire? Donc est-ce que le terme d'erreur en t dépend du terme d'erreur en t-1, t-p? En gros, est-ce que ces coefficients-là sont significatifs? D'accord? Donc est-ce que ut-p, ut-1 vont affecter ou ont un quelconque lien avec ut? Et l'hypothèse nulle est la suivante. Phi1 est différent de 0 ou phi-p différent de 0. Donc il y a au moins un des coefficients, au moins un des coefficients associés aux valeurs retardées du terme d'erreur qui est différent de 0. Alors ensuite on a la statistique de type la statistique de test, donc c'est encore une statistique de test de type Lagrange multiplier, donc où on l'obtient en faisant le nombre d'observations fois le coefficient de détermination de cette régression. Et comme précédemment, ça suit la règle de décision usuelle. Donc maintenant la question que vous pouvez vous poser est la suivante. Mais que puis-je faire si j'ai des résidus qui sont hétéroscédastiques et ou autocorrélés? Donc, il y a deux grosses possibilités qui s'offrent à vous. Donc, vous pouvez estimer en fait un modèle de régression linéaire multiple et vous allez utiliser une méthode qu'on appelle la méthode des moins de carrés généralisée. En fait, si vous connaissez la forme de l'hétéroscédasticité, vous allez pouvoir la corriger. Ok, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que vous le verrez au second semestre, et que c'est pas la méthode que l'on va vous présenter plus en détail. Donc, la méthode qui nous intéresse, nous, c'est une méthode qui consiste à corriger la matrice de variance-covariance des paramètres estimés. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. En fait, comme votre estimateur d'MCO il est toujours sans biais et convergent, d'accord, on va proposer une correction robuste à l'hétéroscédasticité et ou à l'autocorrélation pour la variance du terme pour la variance des paramètres estimés, d'accord? Donc c'est ce qu'on utilise dans la pratique en économétrie. Donc il y a deux solutions. Donc il y a une solution qui est robuste à l'hétéroscédasticité et il y a une solution qui est robuste à l'autocorrélation, mais également à l'hétéroscédasticité. Ok? Donc, si vous êtes en présence de résidus autocorrélés et hétéroscédastiques, vous avez tout intérêt à privilégier la seconde solution. D'accord? Donc, je vais commencer par vous présenter la première solution. Donc, c'est la solution de White. D'accord? Donc, en fait, vous avez le test de White. Donc, White propose un test pour tester donc l'homocédasticité, d'accord? Mais il ne s'arrête pas là, il va beaucoup plus loin que ça parce qu'il vous propose une correction pour que vous puissiez faire vos tests de student en corrigeant vos tests de student parce qu'en fait il va vous proposer une correction pour la matrice de variance des paramètres estimés. Donc en cas de résidu hétéroscédastique, votre matrice de variance-covariance s'écrit comme cela, ok? Et en fait, White, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous proposer une réécriture. Donc il va vous proposer une réécriture, comment vous dire? Il va vous proposer un estimateur de la variance de bêta chapeau. Ok? Et cette solution marche même si vous ne connaissez pas la forme de votre hétéroscédasticité. En gros, l'estimateur, bon, il n'y a pas besoin de le connaître, mais c'est ça. Ok? Donc c'est x' x-1, n fois s0, x' x-1. Et s0, en fait, ça, c'est cette quantité-là, ok? Donc ils convergent en probabilité lorsque n tend vers l'infini, vers sigma, sigma sur n, x' oméga x. Donc il y a une deuxième solution qui consiste à utiliser la correction de Newey et West, donc on l'appelle correction de Newey-West, pour faire simple. Donc en fait vous allez toujours estimer vos coefficients par MCO, ok, mais les écarts types vous allez les corriger, ok, donc vous allez faire une correction de Newey-West. En fait la correction de Newey-West c'est celle-ci. Donc ce qui vous intéresse c'est en pratique comment vous l'implémentez. En fait il y a un paramètre sur lequel vous pouvez jouer, que vous devez fixer lorsque vous allez implémenter le test de Newey-West,
c'est L. Donc le nombre de lag le nombre de décalage considéré lorsque vous estimez la variance de bêta chapeau. Donc on nous dit que L doit être égal à n puissance 1 quart. Donc votre nombre d'observations puissance 1 quart, donc ça va être le nombre de lag que vous devez indiquer à votre logiciel, donc à Python, lorsque vous allez implémenter le test de NeoWest. Donc maintenant que j'ai fini cette vidéo, dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer une application sur le test d'hétéroscédasticité. Donc je vous remercie pour votre attention et à tout de suite dans la vidéo qui suit.